Drag queen, maquilleuse, animatrice télé, chanteuse. À 32 ans, Nicky Doll, de son vrai nom Carl Sanchez, a un CV bien fourni. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après le succès de la saison 2 de Drag Race France l'été dernier sur France 2, la reine la plus célèbre de l'Hexagone ajoute une nouvelle corde à son arc en publiant Reine, le premier beau livre français sur l'art du drag. De Louis XIV car oui, vous apprendrez que les origines du drag remontent loin. À Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France, elle y retrace l'histoire du drag et dresse le portrait de 16 drag queens et un king qui ont, chacune et chacun à leur manière, marqué l'histoire de cet art encore méconnu, voire parfois mal compris. Dans Reine, Nicky Doll se raconte aussi, un peu. L'occasion de partir à la rencontre de cette poupée à plusieurs facettes, comme elle se qualifie elle-même. Entretien. Gala.fr, pour les lecteurs de Gala qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous dire qui est Nicky Doll ? Nicky Doll, si est une drag queen, un avatar que je me suis créé. Ça fait maintenant presque 12 ans que je fais ça. J'ai participé à la saison 12 de RuPaul's Drag Race aux États-Unis en 2020, et maintenant je suis la présentatrice de la déclinaison française de l'émission, Drag Race France. D'où vous vient votre nom de drag queen ? Il me fallait un nom catchy. Nicky, je l'ai pris de la chanteuse Nicki Minaj, qui s'inspire en partie de la culture pop japonaise. Et Doll, poupée en anglais, NLDR, parce que j'ai plusieurs inspirations, je peux être très gothique mais aussi très japonisante. Je suis une poupée à plusieurs facettes. Il paraît que vous avez mis 3 heures à vous maquiller aujourd'hui. Se mettre en drague, c'est toujours aussi long ou vous avez mis le paquet spécialement pour nous ? Rire, j'ai mis le paquet pour vous parce que j'ai fait tout un shooting beauté juste avant, à découvrir prochainement dans le magazine Gala, note de la rédaction. La période de transformation est hyper thérapeutique pour moi, elle me permet vraiment de déprogrammer Carl et de peindre Nicky. Donc j'aime bien prendre 1h30 à 3h. Mais j'arrive à me maquiller en 1 heure quand il le faut. Vous créez vous-même vos tenues ? Je dessine toutes mes tenues. Après, je ne sais pas coudre parfaitement. Je ne pourrais pas performer avec une tenue que j'ai cousue, par exemple. Mais je travaille beaucoup avec des designers pour créer les bijoux que je porte. Le drag, si est comme mettre un visage sur la confiance en soi quand Carl devient Nicky, est-ce un peu comme quand Clark Kent devient Superman ? Le drag vous donne des super pouvoirs ? Exactement. Si est une extension de moi, si est le visuel de mon aura, de mon âme. Ça me permet de me sentir honnête avec moi-même, et du coup honnête avec les autres. En drague, je n'ai pas de pression sociale. Comment décririez-vous la relation entre Carl Sanchez et Nicky Doll ? Au début, Nicky divertissait beaucoup Carl. Ensuite, Nicky a permis à Carl de s'affirmer. Et maintenant, Carl aide Nicky à aller encore plus loin. Je suis vraiment la même personne, mais si est comme mettre un visage sur la confiance en soi. Et ma confiance à moi, elle s'appelle Nicky Doll. Le drag, c'est du maquillage, des perruques, des belles tenues mais si est aussi souvent des parcours de vie difficiles. Faut-il forcément en avoir bavé pour être une bonne drag queen ? Une drag queen peut être très belle. Mais si est une façade. Pour avoir un point de vue scénique, je pense qu'il faut en effet avoir vécu certains traumatismes. Si est d'ailleurs le cas des artistes en général. Que ce soit les peintres, les écrivains, les chanteurs ou les danseurs. Il y a toujours une sorte de hargne, de douleur qui s'exprime de manière magnifique.
Droit d'auteur Darius Salimi. Parlons de votre livre, Reine, le premier beau livre sur l'art du drag en France. Comment vous est venue l'idée? Pendant très longtemps en France, l'art du drag a été très mal compris. Certains associaient ça à du transformisme, alors que le transformisme est une sous-catégorie du drag. D'autres assimilaient ça à un vice sexuel, à de la prostitution ou à la transidentité. Il y avait beaucoup d'amalgames. J'avais envie de déprogrammer tout ça et d'apporter toutes les réponses dans un beau livre pour tous les foyers de France. Grâce à Reine, il n'y a plus d'excuses pour être ignorant sur le sujet. Le livre dresse le portrait de 16 drag queens et d'un drag king. Comment les avez-vous sélectionnés? Je voulais un palmarès de drag qui représente la scène française. J'ai été bercé par des femmes trans iconiques qui faisaient du drag, donc, c'était important pour moi d'avoir Stella Rocha par exemple. Je voulais aussi avoir des queens régionales, comme Ellipse, qui vient de Bordeaux. Enfin, j'avais envie de rendre hommage à des queens d'une autre génération qui faisaient du drag avant même que ce soit un phénomène de mode, comme Christophe de chez Michou ou Vanina Choupa. Si vous deviez choisir une histoire qui vous a particulièrement touché, ça serait laquelle? Je pense que ça serait Stella Rocha. Il y a dans son parcours de la douleur mais aussi de la beauté. Si est quelqu'un qui a une ténacité inspirante. Elle a toujours le sourire, alors qu'elle aurait pu s'éteindre il y a bien longtemps. Si est une grande inspiration pour moi. On apprend dans les premières pages que les initiateurs du drag seraient les rois de France. Quelle figure historique, plus ou moins récente, résonne le plus en vous? Divine est sûrement le personnage drag qui m'a le plus inspiré. Elle a eu un impact sur le monde, elle a carrément inspiré Ursula dans La Petite Sirène de Disney. Après, j'adore dire ce nom et ça surprend souvent, mais David Bowie est l'une des premières drag queens que j'ai vues. Enfin, Grace Jones est the drag queen pour moi. Parmi ces figures, il y a bien évidemment RuPaul. Un modèle particulier pour vous? RuPaul, si est quelqu'un qui a réussi à professionnaliser un art et qui a offert un tremplin aux queens du monde entier. Je ne serais pas là sans elle. Et aucune des queens en France, au Brésil ou aux Philippines n'arriverait à jouir d'une visibilité aussi globale sans RuPaul's Drag Race. On lui doit beaucoup. Quelles sont vos relations avec elle? On ne s'appelle pas au téléphone mais on a un grand respect mutuel. Je sais qu'elle a regardé Drag Race France, qu'elle a adoré et qu'elle est fière. Mon cadre familial m'a permis de glorifier la femme. Vous mentionnez dans votre livre l'absence de figure paternelle et une proximité avec votre mère. Votre cadre familial a-t-il influencé votre perception du genre? Mon cadre familial m'a permis de glorifier la femme. J'ai eu une forte figure maternelle. Je dis toujours que mon drag, si est une ode à la femme et pas du tout une caricature de la femme. Ma mère n'a pas uniquement été une super maman, elle a aussi été un super papa. Donc, pour moi, le genre n'a pas vraiment d'importance. C'est lors de la Pride de Paris en 2010 que vous décidez de vous mettre en drague pour la première fois. Quel a été le déclic? J'ai vu cette Pride comme un moyen de m'émanciper de mon passé. J'avais fait mon coming out. J'avais plein d'amis issus de la communauté LGBTQIA+, alors qu'avant, je ne connaissais aucun. Et je voyais des drag queens un peu partout. Je me suis dit, je vais faire pareil. Je l'ai fait, et j'ai adoré. Qu'est-ce ce qui vous a plu? En drag, les interactions que j'avais avec les gens étaient différentes.
j'étais devenu cette chose inspirante, cette chose avec laquelle on voulait tisser des liens amicaux. Karl, soit on essayait de le serrer, soit on discutait avec lui, mais ce n'était pas le même engouement. Si est fou, j'étais la même personne, mais sous prétexte que je brillais un peu plus, j'attirais beaucoup plus l'attention. J'ai noté ça dans un coin de ma tête en me disant que ça serait sûrement une arme secrète dans le futur. Droit d'auteur Darius Salimi arrive ensuite la grande aventure RuPaul's Drag Race. Vous décrivez une ambiance très compétitive entre les reines. Les queens américaines, si est fake it till you make it, littéralement fait semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Si est dans leur culture, si est ancré en elles. Tu ne dois jamais montrer une faille dans ta carapace, sinon elle se jette dessus. C'était difficile d'être la seule étrangère du groupe. J'avais l'impression d'être complètement largué. Elle voyait ça comme un manque de charisme, alors que si est juste que les Français ont tendance à être beaucoup plus humbles. Vous écrivez avoir été anéanti après votre élimination, assez tôt dans la compétition. À ce moment-là, vous n'avez pas eu envie de tout abandonner? J'étais très triste de ne pas représenter le rêve américain pour mon pays. Je voulais à tout prix gagner. Mais après, j'ai bossé 4 fois plus que les autres et cela m'a permis de renverser la vapeur. Mon parcours le prouve. Vous feriez les choses différemment aujourd'hui? J'essaierai sans doute de me faire moins de sœurs et de me faire une couronne. Mais au moment de l'émission, je n'avais pas énormément d'amis queens. Du coup, quand j'ai déboulé dans cette expérience unique au monde, j'avais plus envie de me faire des copines que d'essayer de les tuer. Artistiquement j'entends, rire. Avec Drag Race France, je devenais enfin la fierté de mon pays. Vient le jour où Raphaël Cioffi, qui a acquis les droits de Drag Race pour la France, vous propose d'animer l'émission. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Beaucoup de crainte parce que je n'étais pas sûr que la France soit prête pour un projet aussi ambitieux. Et moi, je n'étais pas sûr d'être à la hauteur, je n'avais jamais présenté d'émission télé. C'était stressant, mais en même temps, c'était une chance inouïe de pouvoir aider une nouvelle génération de queens. Donc il fallait que j'y aille. Le succès est au rendez-vous presque instantanément. Pensiez-vous que l'émission aurait un tel impact? Honnêtement, je pensais qu'il nous faudrait au moins 2 saisons pour faire nos preuves. Mais en moins de 8 semaines, si est devenu un phénomène de société. Quand on a annoncé Drag Race France, les gens n'y croyaient pas. On nous disait, ça va être nul. En France, on ne sait pas faire des shows à l'américaine. Et puis au final, on est devenu l'une des meilleures franchises au monde. On était super fiers. Comment avez-vous vécu ce succès fulgurant? Comme une revanche. Je devenais enfin la fierté de mon pays. Je pensais avoir porté mon message dans RuPaul's Drag Race, mais il se trouve que c'était juste un avant-goût. Droit d'auteur Darius Salimi. Me mettre en drague, si est un doigt d'honneur à la société grâce notamment à Drag Race France, vous êtes devenu une icône queer pour les jeunes LGBTQIA+ en France. Pas trop la pression? Si est une fierté immense de pouvoir représenter ma communauté. J'essaye de véhiculer les bonnes valeurs. Et quand je ne sais pas de quoi je parle, je me tais. Si d'autres trouvent cela inspirant, tant mieux, mais je le fais d'abord pour moi. Est-ce que ce statut vient avec la responsabilité de porter un message politique? Le drag, si est avant tout politique. Si est de l'activisme. On est les mascottes de notre communauté.
Et quoi de mieux que de faire passer ce message par le rire, le divertissement, l'inclusivité et la tolérance. Paloma a révélé récemment avoir reçu des messages d'insultes et menaces de mort lorsqu'elle faisait ses chroniques dans Quotidien. Avez-vous déjà connu cela? À chaque fois que je vois un message haineux, ça me fait rire. Parfois, j'ai envie de les retweeter tellement ils sont drôles. J'imagine une personne triste devant son ordi, avec 5 ou 6 boîtes de pizza vides sur le sol. Donc si ça lui permet d'aller mieux. En tout cas, je ne le prends jamais personnellement. La personne qui t'adresse ce message de haine, elle se déteste-t-elle en premier lieu? Est-on encore plus la cible des homophobes quand on est une drag queen? Clairement. Pour le patriarcat, pour la masculinité toxique, on représente la pire des trahisons, un homme qui décide d'abandonner sa masculinité pour devenir une femme. Si est une honte. Moi, quand je me mets en drague, si est un doigt d'honneur à la société, même s'il est beau et glamour. L'homophobie existe aussi malheureusement au sein même de la communauté LGBTQIA+. Vous en avez fait l'expérience. Ces attaques, elles blessent d'autant plus? À l'époque, oui. Quand tu as 19 ans, que tu vas à la Pride, que tu te sens enfin libéré et que tu as des gays blancs, musclés, qui viennent te voir d'un air dénigrant et te disent « Si est à cause de gens comme toi que les hétéros ne nous aiment pas », tu te sens un peu trahi. Mais bon, aujourd'hui ce sont les premiers à regarder Drag Race. La vie de Karl est beaucoup plus secrète que celle de Nicky Doll. Où voyez-vous Nicky Doll dans 20 ans? Je la vois toujours sur scène, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Un jour il faudra que je me calme. Je la vois peut-être aussi faire plus de musique, plus de storytelling. Et encore des livres, parce que j'adore écrire. Et la vie de Karl, en dehors de Nicky Doll, elle ressemble à quoi? La vie de Karl, elle est beaucoup plus secrète que celle de Nicky Doll. J'essaye de prendre du temps pour moi, d'aller au sport, de me reposer, de voir mes amis. Karl s'accroche énormément à ses amis de longue date. Et de temps en temps, peut-être qu'il y a des rencontres. Rien de concret pour l'instant, mais je ne m'ennuie pas, rire. À la fin de l'ouvrage, vous posez cette question, à quand une drag queen présidente? Vous avez un message à nous faire passer? Franchement, quand je vois certains candidats, je me dis que je devrais peut-être me présenter. Le jour où il y aura un président ou une présidente qui s'alignera sur nos valeurs, ça sera comme une prise de la Bastille par une drag queen. Bonus track. Une dernière question en vidéo qui parlera aux fans de Drag Race. Reine, l'art du drag à la française, par Nicky Doll aux éditions hors collection. Prix de vente conseillé, 29,90 €. Crédit photo, Darius Salimi. Just need